Avez-vous déjà défendu une fonctionnalité pour votre produit sans pouvoir expliquer clairement combien elle va rapporter, pour qui et quel est le risque? La raison d'être d'une organisation produit, c'est de générer du ROI pour l'utilisateur et pour l'entreprise. Dans cet épisode, on va parler d'argent et surtout d'impact. Avec Nicolas, nous accueillons Fabrice Demazeri, ex-CPO de The Fork, expert du product ROI. Fabrice nous partage un cadre simple pour lier vos choix produits au business et aux utilisateurs. Restez jusqu'au bout, vous repartir avec des principes actionnables pour sécuriser vos paris et mieux prioriser. Au programme dans cet épisode, pourquoi il faut arrêter la méthode pour la méthode et viser un double impact. Si tu as que la partie entreprise, ça va se faire au détriment de l'utilisateur. Si tu fais que l'utilisateur mais que tu ne monétises pas, même chose, ta croissance n'est pas soutenable. Pourquoi le co-investissement peut vous aider à sortir du rapport client-fournisseur? La notion de co-investissement, c'est de dire qu'à partir du moment où on investit de l'argent, c'est rare qu'on soit tout seul. Pourquoi le principe de caper vos paris peut vous aider dans votre pilotage produit? Le premier principe, c'est cette notion de capping. Tu vas pas te faire de chèque en blanc en disant j'ai décidé d'aller mettre ça parce que j'avais envie de. Tu vas être obligé de caper les choses et de caper pas que le delivery. Prêt à parler ROI pour mieux faire du produit? Fabrice, comment tu vois la façon dont on fait du produit dans la tech aujourd'hui et pourquoi le ROI est devenu un enjeu aussi fort? En fait, on le fait comme on faisait avant. Et c'est bien ça le problème. Quand le produit est né, globalement, il y a une dizaine d'années en France pour de vrai, parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas de communauté produit. On l'a beaucoup alimenté avec énormément de méthodes. Et d'ailleurs, les gens disaient, encore aujourd'hui, on fait de la méthode produit comme s'il suffisait de suivre des étapes pour que soudainement ça fasse des chocs à pic. Le problème du ROI, c'est que pendant toutes ces années-là, au début, tu galérais à avoir des équipes, donc tu te battais sur de la philosophie. Soudainement, il y a eu plein d'argent gratuit, tu galérais plus à avoir des équipes, donc tu te posais plus la question de savoir quelle était la rentabilité de ces investissements-là. Et quand, depuis 2022, on commence à regarder de plus en plus à quoi servent ces équipes produits, parce qu'on est obligé de cutter, donc quand tu es obligé de cutter, tu dois cutter où est-ce que tu cuts, et quand tu vois le nombre d'équipes produits qu'on a pu avoir dans des scale-up par exemple, en fait, tu te dis, si t'es pas capable de prouver que t'as une forme de rentabilité, je prends pas le risque, je cut tout de suite, mes sales, ils vendent aujourd'hui, mon marketing est censé gérer du lead, toi, ce que tu fais, ça aura peut-être à un moment ou à un autre un ROI dans 9 mois, 1 an, 2 ans, et donc je cut ça tout de suite pour être capable d'être dans la profitabilité. Et le problème, c'est que cette notion de rentabilité, de ROI, de profit, de gestion du risque, en fait, toute cette dominante financière, on l'a pas du tout intégrée dans nos métiers produits, et je parle pas de product management uniquement, je parle de product design, je parle d'engineering. En fait, on n'a pas été éduqué à ça. Qu'est-ce que t'inclus dans la partie produit? T'inclus les devs, comme la partie design, la partie product marketing peut-être aussi, product management. Ok. Aujourd'hui, si on veut mieux faire du produit, il faut qu'on remette ce sujet de ROI sur la table. Ouais. Pourquoi c'est difficile de parler de ROI? Parce que c'est difficile de prendre le risque de s'engager sur quoi que ce soit. On a très longtemps parlé du fait qu'une roadmap, c'était pas des engagements. On a parlé de Now Next Later. On a parlé de tout ça. On a parlé d'estimation en disant ce ne sont que des estimations. Attention, on va pas s'engager sur un sprint, sur un nombre de points. Le problème, c'est que même si on gère de l'incertitude, par définition dans nos métiers, quand on va faire une stratégie, le principe d'une stratégie, c'est de mettre des enveloppes sur des sujets en particulier. Et par défaut, pas sur d'autres. Voilà. C'est la base de la base d'une stratégie, ce qu'on fait et ce qu'on va pas faire. Et donc, tu es obligé, lorsque tu construis une organisation pour suivre une stratégie, de faire des choix aussi en termes d'investissement humain. Alors, j'aime pas beaucoup la notion de ressources humaines, mais là, pour le coup, on va le considérer de façon très financière. Et à partir du moment où tu dis à une équipe, à la limite, moi, je m'en fiche que vous sortiez telle feature. C'est pas la question. C'est peut-être pas la bonne réponse, la feature. C'est ça qu'on a voulu, quand on a dit on veut être autonome. Sauf que derrière, autonome va avec la responsabilité. Et donc, si tu dis à une équipe, c'est super, tu peux être autonome, tu peux faire tes choix, tu peux piloter ta roadmap, si tu vois le coût d'une équipe qui, en moyenne, on considère que c'est 1 million d'euros. À la limite, peu importe que ça soit 800 000 ou 1,2 million, c'est pas la question. 1 million d'euros, c'est le coût total chargé. C'est l'équipe dev inclus, quoi. Exactement. À un moment, je décide de mettre une équipe sur un sujet, ou sur un thème, en tout cas, avec, à la fin de l'année, si je me dis de janvier à décembre, dire qu'est-ce que j'ai tiré du travail de cette équipe.
Ça veut pas forcément dire que j'ai tiré que de l'argent. Le ROI, si on le voit par le bout de la lorgnette, c'est de dire est-ce que j'ai remboursé mon 1 000 000 d'euros à la fin de l'année. Là, comme on a une notion d'investissement, il y a des choses qui vont peut-être ramener de l'argent très vite et d'autres un peu plus longtemps, comme n'importe quel investissement. Donc le but, c'est d'arriver avec l'argent qu'on a dans la boîte à être capable d'alimenter ça. Et donc on ne peut pas faire que du ROI à 5 ans, sauf à avoir un financement de malade, ce qui est de plus en plus difficile. Donc il va falloir mitiger ce qui est court terme, moyen terme et long terme. Mais on est censé, autant que possible, s'auto-alimenter. Et donc à la fin de l'année, l'équipe, et qu'il y ait effectivement 1, 2, 8 devs, du mobile, pas du mobile, peu importe, un PM, un PO, un designer, c'est pas la question. C'est un ensemble de coûts donc que j'investis pour un retour. Et si on définit pas à l'avance quel est ce retour-là, déjà on peut pas le mesurer, par définition, on peut pas mesurer le succès. Et si on responsabilise pas l'équipe pour dire les choix que je vais faire doivent m'approcher de ça. Donc je vais peut-être faire des choix à la con, je vais les arrêter rapidement. Je vais faire des choix qui portent plus, je vais peut-être vouloir mettre un peu plus d'argent, donc de temps de l'équipe sur cette opportunité-là. Eh ben tu dis, vous êtes grand. Sauf que moi, à la fin de l'année, j'ai mis 1 million d'euros, donc je vais devoir justifier auprès d'un COMEX, d'un board et autres, pourquoi on a mis 1 million d'euros ici. Et peut-être que tout va bien, mais on peut plus le faire à l'aveugle. Et pendant des années, on l'a fait à l'aveugle, mais parce que c'est dur de prendre des risques, parce que c'est dur d'estimer, parce que c'est dur de dérisquer, dès qu'on arrête de parler juste de méthodo, et qu'on dit, c'est super, mais quelle part de risque t'es prêt à prendre? Et si tu te donnes du discovery, combien de jours tu mets de discovery? Parce que au-delà, en fait, je peux plus te le permettre. Et ça, c'est une pensée qui n'a jamais fait partie de notre mindset jusque-là. Mais quand tu t'ancres dans la réalité de terrain, tout le monde a envie de parler de ROI, enfin la plupart des gens. Par contre, du coup, ça t'amène à parler de l'argent. Et là, tout de suite, ça amène de la crispation dans les équipes, en fait. Tu sens qu'il y a une vraie crispation quand tu amènes le sujet de l'argent. Tout le monde a envie de faire du ROI, mais dès que tu dis argent, c'est la crispation. Comment tu l'expliques? Mais en fait, je vais gentiment taper dans le monde de l'agilité, et Dieu sait que je suis un défenseur de la philosophie de l'agile. On va piloter par la valeur. C'est bien. Maintenant, si on pouvait définir la valeur, ce serait quand même pas mal. Alors, c'est super de parler de métriques, de KPI, mais tout ça, excusez-moi pour l'expression un peu fleurie, c'est un peu de la masturbation intellectuelle. À un moment, si je me prends en tant que CPO, où je gère X équipes et donc je gère un budget, évidemment, je gère des gens, je vais les faire grandir. On n'est pas dans une notion très mécaniste. On est en Europe, on a cette chance-là. On n'est pas aux États-Unis. Mais à un moment, le côté romantique, c'est mignon, mais moi, j'ai une responsabilité vis-à-vis d'investisseurs. Donc, quand j'étais chez The Fork, c'était le groupe TripAdvisor et puis les investisseurs de TripAdvisor qui est coté au Nasdaq. J'ai quand même une responsabilité d'expliquer pourquoi j'ai 300 personnes qui bossent sur quelque chose. Sinon je vais juste me faire virer. Très très simple. Voilà. Et donc la notion de l'argent, c'est parce que on a beaucoup été dans cette défense de la philosophie. Donc tu prends le design qui, oui, on va être user-centrique, c'est super, on va faire telle chose, on va faire de l'accessibilité, on va faire du design system. Et dernièrement, là, j'ai vu un mec qui disait un design system, t'as pas vraiment de design system quand t'as pas une équipe dédiée. C'est cool, quand t'es 3-4 équipes, t'as pas une équipe dédiée, je pense que tu peux quand même dire que t'as une forme de design system, mais admettons. Des techs qui te parlent d'excellence technique. Alors attention, je suis très très heureux de faire de la qualité, mais la qualité a un coût. Quoi que disent les gens, ça a un coût. Il faut être capable de l'assumer. Avant, c'est très très bien de faire de la philosophie, d'avoir envie de faire des chantiers techniques, mais si tu mets pas d'argent au bout, ne serait-ce que, en fait, si on le fait que dans un an, voilà la perte de productivité qu'on a, et donc voilà la perte de ROI qu'on peut avoir. Si tu n'es pas capable d'articuler ça là-dessus, effectivement, tu parles pas argent. Et comme cette articulation, la plupart des gens ne savent pas la faire, alors oui, c'est crispé. Parce que toi, tu restes sur un niveau philosophique. Moi, je parle beaucoup de product planning quand je parle de ces sujets-là, parce que c'est comme du mansplaining, mais avec le produit. Tu peux parler de design planning, de text planning, à la limite, il y a aucun problème. On n'a pas fait cette articulation. Tu finis un petit peu product planning. Enfin, moi, la façon de voir les choses, c'est quand tu fais, t'es un petit peu arrogant, tu fais 2 produits dans ta tour d'ivoire sans forcément regarder un peu la réalité terrain. C'est exactement ça. C'est-à-dire que on a tellement de frameworks,
avec tellement de mots spécifiques. Et on a tous du jargon. Le marketing a du jargon, la finance a du jargon, c'est pas la question. Mais on a des gens en face de nous qui ne vivent pas ce qu'on vit. Et en fait, c'est très difficile à comprendre. Je vais vous donner un exemple. Quand on a réorganisé le produit et la tech chez The Fork, on l'a fait en 3 mois pour 300 personnes. Ce qui est énorme. Je dis pas, regardez comme on est beau, c'est pas la question. Hein. On a une DRH qui est engagée, qui n'a jamais bossé dans une boîte tech. Elle est super à côté de ça, hein, c'est pas la question, mais elle connaît pas. Et on lui présente le plan, et elle est horrifiée. Absolument horrifiée. Parce qu'on est en train de lui dire qu'on va changer les équipes, qu'on va les reconstituer, qu'on va les changer de sujet. Pour elle, c'était, mais tu peux pas faire ça, mais tu comprends, il faut former les gens, il faut les préparer. Et en fait, le simple fait de se dire qu'on travaille dans des équipes pluridisciplinaires, simplement, t'as combien d'équipes qui associent quelqu'un du marketing, quelqu'un de la finance et quelqu'un des sales? Ça n'existe pas. Bah, nous, nos équipes, au quotidien, on mixe des métiers différents. On est les seuls à faire ça. Et je pense qu'on s'en rend pas compte, en fait. Et de deux, on est capable de changer de sujet et d'adapter notre organisation à un changement de stratégie. Jamais le marketing, les sales, la finance ou les RH se réorganisent constamment par rapport au focus qu'ils ont. Nous, c'est ce qu'on fait. Et en fait, ça nous paraît complètement naturel, parce que on vit ça depuis 10, 15, 20 ans dans certains cas, et les autres n'ont jamais connu ça. Et en plus, on a cette chance-là, c'est qu'on est capable de mesurer très rapidement, si on le fait bien, normalement, l'impact de ce qu'on fait. Quand t'es RH, l'impact d'un recrutement, ça met vachement de temps. Le marketing, tu vois peut-être effectivement des leads, mais c'est hyper compliqué de savoir est-ce que c'est cette action-là réellement qui a développé le chiffre d'affaires. Les problèmes d'attribution, on les connaît. Quand t'es sales et que t'as des cycles de vente parfois de 9 mois ou 12 mois, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est super compliqué. Donc, évidemment, que les autres sont beaucoup plus dans de la perception, sur des business cases qui sont un peu bullshit et autres. Là où nous, on n'a pas le choix. Le code, il marche ou il marche pas. Le design, les gens l'utilisent pas. La thune, on la fait pas. Donc, on a une vision qui est totalement tronquée par notre fonctionnement. Et ce fonctionnement-là est tellement bizarre que les gens le comprennent pas. Donc, ils vont te demander, ouais, mais quand est-ce que ça sort? Parce que c'est ça qui leur importe. C'est pas, alors tu comprends, on a fait un Discovery Discipline, ensuite on est au niveau du double diamant, mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je dois vendre un truc. Quand est-ce que ça sort? Ta merde! Ah, quand est-ce que c'est en prod et que je suis capable de le vendre au client? C'est tout ce que je veux savoir. Je veux pas que tu m'expliques d'où vient l'univers, quoi. Mais, pour se justifier sur pourquoi c'est compliqué, on oublie que les gens n'en ont absolument rien à foutre de comprendre tout notre univers. Et c'est là où on a besoin d'être sur le côté financier études, parce que ça, c'est le langage universel d'une boîte. Et donc, si on veut se faire comprendre, on doit tout justifier d'une façon ou d'une autre par cette notion financière. Même si c'est pas... je suis capable de te dire que si je passe 3 semaines à passer de vue 2 à vue 3, alors ça va ramasser ton argent. Mais tu sois capable de dire, si on le fait pas, voilà ce qu'on perd, voilà le taux d'incident, voilà des problématiques de performance sur telle part de clients qui aujourd'hui représente tel ARR, soudainement, je peux t'assurer qu'on t'écoute. Hein. C'est plus du tout la même que de dire, oui, mais c'est bien de le faire. Wow. C'est ta façon de parler ROI au métier, à la direction? T'as d'autres tips que tu peux partager pour justement amener le ROI au métier où c'est pas toujours naturel, voire même à la direction, alors que ça devrait être justement leur enjeu phare, comme tu l'as souligné? Toute la notion de risque. Il y a un truc qu'on fait très mal, c'est qu'on parle tous de discovery. En disant, parce que c'est vrai que c'est hyper intéressant d'arriver à saisir s'il y a vraiment quelque chose derrière. Et même ceux qui aiment pas faire ça, c'est une forme de protection pour arrêter de coder des trucs complètement débiles. Voilà, on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup ça. Bon. Le truc, c'est que discovery, c'est un terme qui est spécifique à nous, que les gens ne comprennent pas, que dans certains cas, ils prennent comme une insulte, parce qu'ils disent, attends, tu sais, je connais mon métier, ou alors, on a fait 3 mois pour faire ce business case, pour pouvoir le mettre dans un comité, et une fois que le comité a mis le tampon, ça veut dire qu'on va le faire. Et c'est vrai que souvent, c'est fait comme ça. Et toi, t'en dire, ouais, attends, je vais remettre en doute
ce que tu as dit, alors que potentiellement je ne connais pas ton métier, je vais remettre en doute la décision de mon boss, sachant que j'ai pris des risques de présenter quelque chose devant tout le monde et que j'ai gagné une victoire, tu es en train de me dire que, en fait, c'est pas une victoire. Donc, émotionnellement, ça fait souvent réagir assez fort. Même si j'ai jamais vu un business case honnête de toute ma vie. Ça n'existe pas. Sauf quand tu le fais toi-même. Là, c'est légèrement tronqué. Là, il est beaucoup plus juste. C'est fou, hein, c'est incroyable. C'est incroyable quand même. En fait, c'est de la due deal, la discovery. Et souvent, je parle de positionnement. Quand vous êtes dans une grande organisation où on vous demande pas de générer du business avec le produit. C'est pas ce qu'on vous demande, c'est pas là où on vous attend. C'est là où vous aimeriez être, mais c'est pas là où on vous attend. En fait, ça veut dire que c'est pas votre argent. On va considérer que c'est pas votre argent. Même si c'est votre budget, les autres viennent piocher dedans comme s'ils avaient le droit de le faire. C'est le vrai problème des rapports qu'on a, je dirais, produit tech avec le reste de l'entreprise. Dans ces cas-là, faut se poser comme un conseiller financier sur la notion de risque. Un conseiller financier, si quelqu'un va dire « je veux mettre tout mon argent sur Tesla », sa responsabilité, c'est de dire « voilà la part du risque que tu prends, voilà les chances que tu as de perte de capital », c'est-à-dire de mettre cet argent-là et que ça te rapporte rien du tout. Moi, mon savoir, c'est justement cette capacité d'évaluer les risques. Aujourd'hui, avec les informations que j'ai, et surtout celles que je n'ai pas, je peux te dire que la chance que tu te plantes, elle est de 80%. Donc tu me parles de ton best case scénario, moi je vais te parler de ton worst case scénario. Et ça c'est mon premier savoir. Deuxième savoir, c'est de dire, si tu avances dans cette direction-là, sans faire du due deal, moi je ne te garantis pas, pour cet investissement, tes résultats. Je pourrais jamais te le garantir. En revanche, si tu acceptes qu'on passe un peu de temps sur le discovery, pour que je sois capable d'updater ta note de risque, et de te donner une vue plus fidèle de ce que tu risques d'avoir, alors tu pourras prendre la décision de continuer, de mettre plus ou de mettre moins. Voilà. Maintenant, si tu veux pas le faire, moi j'ai joué mon rôle de conseiller financier, tu veux mettre ton argent sur ce truc risqué, pas de problème. Mais on est bien d'accord que quand on aura mis 500 000 et que les 500 000 seront épuisés et que tu n'auras pas atteint ton objectif, moi je mets pas plus d'argent dessus parce que je n'ai pas ce budget-là. Et d'un coup, le rapport est plus le même. Alors tu peux avoir quand même des gens qui disent non mais fais-le, c'est tout, arrête de m'emmerder avec ton discovery. Mais c'est une forme de due deal. Si les gens le refusent, peut dire moi j'ai tamponné, il a pris des risques, il peut pas se plaindre, c'est écrit noir sur blanc. Peut-être que la prochaine fois, il verra les choses autrement. Et qu'est-ce qui se passe si tu as pas ce qui peut arriver, imaginons une société fictive où tu n'as pas vraiment un business case ou un business plan établi, et tu as plus quelque chose un peu idéologique ou une idée comme ça. Et toi, produit tech, tu essaies justement de faire émerger des choses concrètes de cette idée. Et du coup, tu te retrouves un peu à dire, toi, en fait, il faudrait, par rapport à ce que je comprends de ton truc, en fait, on va investir 100% sur Tesla, si je reprends ton exemple. Et donc, du coup, challenger le truc que tu dis toi-même, enfin, tu vois, il y a un truc, il y a une imbrication qui fonctionne difficilement. J'ai pas compris ta question. Je suis désolé. En fait, si tu peux te retrouver un peu jugé parti, si tu commences à justement, il manque ce business case et donc du coup toi tu l'établis, mais tu vas essayer de challenger ton propre sujet et parce qu'en fait de temps en temps c'est parce que les équipes non tech ont du mal à comprendre la tech aussi, parce que c'est quand même compliqué la tech. Et donc du coup, et définir correctement un business case, un business plan sur une société qui n'est pas forcément en plus d'une ADN tech de nature sur des sujets tech. Voilà. Et donc du coup, délègue un peu cette partie-là aux équipes produits. Et c'est dans ce cas-là, je vois que c'est encore plus dur. Enfin, je comprends je comprends ton chemin, mais je trouve que c'est déjà un scénario assez cool où tu as des éléments concrets qui arrivent. Quand tu as des éléments moins concrets, je veux bien que ton point de vue à toi, de comment tu prends le sujet, comment tu engages un peu les personnes par rapport à ça. Habituellement, moi, je les challenge. Alors, le but, c'est pas de les challenger pour les challenger.
Habituellement, quand tu as aussi peu d'éléments, alors il y a deux choix. Soit ça vient d'un fondateur ou d'un CEO. Et de toute façon, la décision a été prise. Oui, ça. On l'a tous vécu. Voilà. Éventuellement, ce que tu peux discuter, c'est informer des risques autour de cet investissement. Et de dire, bon, voilà ce qu'on a mis, entre guillemets, dans la roadmap aujourd'hui. Et souvent, quand on dit, qu'est-ce que tu retires? La question, c'est plus de dire, tiens, cette évolution-là, c'est 30% de notre budget aujourd'hui. À peu près. Tu vois, si on se dit, on est à 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'en sais foutre rien, c'est 30% de notre budget. Ça fait tant de moins sur quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que t'es prêt, d'une certaine façon, à prendre comme risque en tant que CEO sur le reste? Et tu vois, on n'est plus en train de parler de roadmap où les gens disent oui, mais je comprends pas pourquoi tu es en train de me comparer telle évolution technique avec ma migration sur Braze. Et souvent, le problème, c'est que les gens ne regardent que leur liste de desiderata à eux. Et c'est assez humain. Et je ne veux pas condamner les gens pour être humains. Mais en disant, en fait, moi, le choix que je fais, c'est que imaginons que j'ai 2 équipes, j'ai 2 millions d'euros. J'ai pas plus. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est deux équipes chargées dans l'année. Je vais pas rajouter des gens. C'est pas comme ça que ça fonctionne, on le sait tous. Donc, si tu es en train de me dire que tu veux prendre 10% de ce budget-là, donc 200 000, sur telle chose. Moi, en fait, ça veut dire que j'ai plus d'argent à investir sur autre chose. C'est comparable à une campagne marketing. C'est comparable à est-ce que je vais au Bourget cette année? C'est un budget de temps. Si j'ai pas le budget, il faut bien que je cut quelque part. C'est la même logique. Donc déjà, d'avoir la même logique que les autres services. Tu vois, dans la façon d'articuler ton truc, quand tu parles à un CEO, ça, tout le monde peut le comprendre. On n'est pas sur de la philosophie. J'ai moins d'argent, donc qu'est-ce que je sous-investis? Et ça, c'est le premier niveau. Ensuite, quand effectivement tu as un truc qui vient pas d'un CEO, qui vient d'un marketing, d'un sales et autres, qui est beaucoup basé sur l'intuition, sur un biais de solution qu'on connaît tous. Tu t'es accroché au fait que ça allait te régler ton problème, parce que les gens préfèrent une mauvaise réponse qu'une absence de réponse. L'être humain est comme ça. C'est pas de dire, oh là là, ton truc est mauvais. C'est de dire, attends, pour que la décision puisse être prise, je vais t'aider à construire ton business case. C'est-à-dire que c'est pour faciliter tes chances de passer d'une certaine façon et qu'on fasse le meilleur boulot. Donc c'est pas, est-ce que le problème existe? Non. Attends. Si tu dis est-ce que le problème existe, tu insultes la personne en face. C'est comme ça qu'elle va se sentir. Tu m'emmerdes, je suis en train de te dire que j'ai réfléchi au truc. Ouais, pas de problème. Construisons le truc. Qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu sais pas, pour que moi je puisse éventuellement voir, tiens, quel test il va falloir qu'on fasse pour être sûr, potentiellement si on y va, de faire le truc que tu attends. Ce qui est très très différent que de remettre en cause la probité des gens. Et donc ça, c'est une genre de petite technique où si derrière, ils voient que ça construit, ils réfléchissent avec toi, qu'ils voient que tu es là pour les aider. Par contre, c'est pas une garantie que ça va passer. Mais au moins, tu te dis, bon, bah là, l'investissement, il est beaucoup plus clair pour moi. Ça va me permettre beaucoup plus facilement de comparer, éventuellement, pour toi, de le faire valoir, parce que t'es pas tout seul à vouloir mon budget. T'as aussi le mec de l'Espagne, puis t'as aussi le mec des comptes clés. Donc, à un moment, il faut que je t'aide à valoriser ta demande. Encore une fois, moi, j'ai des enveloppes limitées. Je suis comme un investisseur. Donc, si j'ai 10 enveloppes, j'ai 10 enveloppes. J'en ai pas 15. C'est comme ça. Soudainement, la logique est très différente. Et si en plus, tu arrives à faire l'étape suivante, qui est de mettre tous ces gens les uns face aux autres, pour aller dire, mais moi, je voudrais qu'on fasse ça. Et l'autre, qui dit, ouais, mais pourquoi on ferait ton truc et pourquoi pas le mien? Parce que, et maintenant, t'as plus qu'à bouffer des pop-corn. Voilà. Et ça prend du temps. Généralement, je vous dis ça, c'est formidable. Ça prend un peu de temps à construire. Mais tu changes le rapport en disant, mais moi, je suis pas en train de juger que c'est bien ou que c'est pas bien. J'ai un argent limité, faut que vous le compreniez. Et aujourd'hui, ce que vous me demandez a un coût et je ne peux pas mettre plus de temps. C'est tout. Ou alors, vous me donnez une partie de votre budget. Moi, je vois bien, aucun problème. Tellement les gens disent rarement oui, bizarrement. Derrière, si en plus tu as la chance d'avoir cette objectivation sur des enveloppes avec un vrai ROI derrière, ce qui est assez rare, on va pas se mentir aujourd'hui, alors en plus tu peux comparer en disant on a décidé de mettre 60% de l'argent sur tel thème, et donc je ne compare plus les investissements par rapport aux autres, je compare les investissements au sein d'une enveloppe. J'ai 60%, 1,2 million à mettre là-dessus, donc tous les investissements qui sont là, je vais devoir les comparer, parce qu'ils vont pas tous rentrer dans le 1,2 million. Et là, pareil, la dynamique est très différente. Et c'est plus
une migration de Braze versus une évolution pour l'Autriche, soudainement, c'est OK, je compare l'évolution de Braze par rapport à d'autres enablers qui sont limités dans une enveloppe qui fait 10% du budget. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Est-ce qu'on est tous d'accord pour y aller? Est-ce qu'on tamponne tous? Et si tu prends, toi, la responsabilité, directeur ou directrice marketing, de pousser ce truc-là et de dire, devrait y avoir tel résultat, autant te dire que les autres, ils vont te demander à la fin, bon, alors, est-ce que ça a eu les résultats que tu voulais? Parce que moi, je me suis sacrifié pour toi. Donc, tu vois, la dynamique change drastiquement et tu n'es plus dans une notion d'arbitre. Tu es dans une notion de j'essaie de faire le meilleur choix pour l'entreprise par rapport à des objectifs, par rapport à vos objectifs. Et à la fin, je suis un facilitateur plutôt que un emmerdeur de tourner en rond. Et aujourd'hui, tu parles de l'organisation. Je t'ai entendu parler dernièrement de double impact. Avec qui tu parles de double impact dans l'organisation? Et comment est-ce que déjà aussi tu peux rappeler ta définition du double impact et qu'est-ce qui t'a amené justement à cette réflexion? Comment elle a évolué? Alors le double impact, c'est venu d'un délire en formation. Voilà, j'ai imaginé, j'ai vu Jean-Claude Van Damme et voilà. il a illuminé ma vie. Alors je suis pas du tout un fan de Jean-Claude, hein, je sais pas, c'est parti comme ça. J'avais dû regarder Sense8 où t'as Van Damme et quel est le nom du bus, enfin bref, c'est peu importe. Il est venu parce que j'en avais ras la casquette de parler à des designers qui me parlaient de user centricity et à des business qui parlaient que de business et qui oubliaient systématiquement l'expérience, particulièrement des gens du marketing. Alors que tu pourrais dire, c'est une notion de connaissance marché, mais on a raté un truc. Hein. J'ai fait une école de commerce, donc pour le coup, je peux taper sur les écoles de commerce. Je ne comprends pas comment autant de gens du marketing peuvent être aussi handicapés à penser parcours utilisateur. Alors que pour moi, comprendre un marché, c'est comprendre les motivations des gens, et donc ça devrait être ceux qui sont les plus sur la partie user. Mais non, ils vont me dire, on va mettre un truc de fidélité et soudainement tous les gens vont revenir. Comme si c'était le programme de fidélité qui faisait revenir les gens. Non, ça facilite, mais c'est ton truc, il est pourri, là. Tu vois ce que tu veux avec un programme de fidélité, ils vont pas revenir. Et si on me dire pourquoi on se retrouve avec ces antagonismes-là? Parce que chacun, justement, avait sa définition de ce que c'était que ce pilotage par la valeur. Ou par l'impact, hein, tu peux être le mot que tu veux. Dans la réalité, il y a besoin de relier les deux. Et c'est facilement démontrable. Donc le double impact, c'est que la raison d'être d'une organisation produit, et encore une fois, quand je parle d'organisation produit, je parle pas que de product manager, je parle de gens qui construisent un produit et qui l'entretiennent, c'est de générer du ROI pour l'utilisateur et pour l'entreprise. C'est-à-dire que tu dois avoir les deux. Si tu as que la partie entreprise, ça va se faire au détriment de l'utilisateur. Donc d'une façon ou d'une autre, à un moment, ta croissance sur le long terme, elle va pas être soutenable. Si tu fais que l'utilisateur mais que tu ne monétises pas, même chose, ta croissance n'est pas soutenable. Donc tu dois trouver un équilibre. Et c'est ça qui est le plus difficile, c'est que tu dois dire à des designers qui sont très utilisateurs de mettre de l'argent derrière, et tu es obligé de tirer un marketing sur quelle valeur ça va avoir pour l'utilisateur et pas uniquement dans ta tête. Et donc je ne peux pas accepter moi que tu me dises ça va faire tant d'argent pour l'entreprise sans te dire, ok, concrètement aujourd'hui, tant % de gens font ça, si on améliore, je pense que tant % des gens vont faire cette action, ou vont plus la faire, et ça devrait se traduire en tant d'argent. Tu ne peux plus avoir ce blind spot en disant oui, mais comme j'y connais rien, je fais pas. Et moi, je peux t'aider à faire ça. Et c'est là où le rôle de product manager aurait été de faire ça depuis des années, mais reprendre la force en disant comment je m'assure que j'ai une forme d'équilibre quelque part, et s'il y a un déséquilibre, je ne fais pas. Et je redeviens finalement ce rôle de mettre du business dans le design ou la tech, ou mettre de la tech et du design dans le business. J'interromps cet épisode 30 secondes pour vous présenter Exabrica, l'entreprise derrière ce podcast. Votre projet IT tourne en rond, les silos se multiplient et votre feuille de route reste floue, il est temps de passer à l'action. Chez Exabrica, nous sommes convaincus que votre projet a besoin de 2 choses pour réussir. La première est d'adopter une approche produit et la deuxième est d'avoir un binôme tech et produit aux commandes. Notre secret, des équipes où architectes, développeurs et designers collaborent en parfaite symbiose avec le product manager, transformant chaque contrainte technique en levier pour votre business. Que ce soit pour lancer un nouveau produit digital, refondre une application existante ou moderniser votre IT, contactez Exabrica et concrétisons ensemble vos projets les plus ambitieux. Allez, on y retourne. On a parlé méthodologie produit. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un certain constat qui est un
problème dans la méthodologie produit. C'est quoi ta vision, toi, à date? J'ai jamais considéré qu'il y avait une méthodologie produit. En fait, je vais être franc. Et pourtant, j'ai formé énormément de gens. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé. Je suis désolé, je fais un petit pas de côté, mais pour comprendre, et qui est pour moi un constat d'échec. J'ai formé, je crois qu'on avait regardé chez Tigard, j'avais dû former un bon millier de personnes. Ce qui fait quand même un peu de monde. Et j'adore j'adore être formateur. Je le fais plus trop aujourd'hui, mais j'adore ça. Dans la formation PM, comme la formation de base, on parlait du Lean Canva, que je trouve assez génial comme outil et que, pour moi, est totalement encore sous-utilisé quand on parle de feature, par exemple. Et dans le Lean Canva, il y a les notions de positionnement, de concurrence, il y a cette notion de channel, de comment on va faire notre go-to-market, et il y a quand même des revenus et des coûts. Et on a l'impression que toutes ces cases-là, soudainement, tout le monde s'est torché avec. Je suis désolé. A pu. Donc on va pas reparler solution, on va parler un peu de métrique. Les gens disent il faut que tu fasses de la métrique, alors on va faire des OKR. Mais je dis non, il y a quand même des cases énormes qui vous manquent. Vous regardez pas la compétition, vous ne pensez pas comment on va atteindre les gens et vous ne vous posez pas la question de ce que vous coûtez, ce que vous rapportez. Moi ça me rend complètement dingue quand je vois ça. Et donc je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je l'ai tanné tous ces gens-là en formation pour un moment qu'on parle de ces notions de thune et de channel et autres, et que ça a été totalement zappé ensuite dans le reste. Tu regardes le Lean Startup, qui quand même était une des bases de cette méthodologie produit, même chose. Moi, les MVP qui sont des normes V1, je les ai vus depuis le début des MVP, les gens collent des mots et disent c'est la méthodologie. Les OKR, n'en parlons pas. Alors, les OKR qui font chier tout le monde, où tout le monde arrive plus ou moins à se raccrocher à un OKR, personne ne regarde ce que font les autres. Et à la fin, en fait, c'est des OKR qui remplacent une strat parce que t'as pas une strat qui te pousse à faire des choix. Et d'ailleurs, la plupart des OKR n'ont absolument aucune hiérarchie les uns avec les autres. Personne te dit, il faudrait qu'on passe plus de 60% sur cet OKR-là, 40% sur un second. C'est tout le monde fait ce qu'il veut. Ça peut pas marcher. Mais les gens vont dire, un peu comme l'agilité, ça marche pas. Les OKR, ça marche pas. Ou alors, on fait des OKR, on fait de l'agilité. Et c'est pareil, la méthodologie produit. Et donc, les gens sont accrochés à une notion de méthode. Donc, par exemple, Discovery Discipline, Rémi et Tristan, ils ont essayé d'aider les gens. Mais j'en avais parlé avec lui, il m'avait dit, mais on a beau dire, attention, ce n'est pas une méthodologie bête et méchante, il ne faut pas l'appliquer bêtement et comme ça, peu importe. Les gens prennent ce qui est facile, ils remplissent des cases. Et toutes les méthodologies, mon problème, c'est les gens qui remplissent les cases, qui ne cherchent pas à comprendre à quoi ça sert, et donc n'ont pas le recul pour être capable de juger si ça fonctionne ou pas, ou de l'adapter. C'est ça, bon, le problème. Et tu peux parler de n'importe quoi. Du lean, tu peux parler de l'agile, tu peux parler de tout ce que tu veux. C'est tout pareil. On s'en fout. Les gens, ils prennent comme une recette. Exactement. Et ça, on a le même problème depuis 25 ans. Et malheureusement, oui, je pense que la plupart des gens n'ont pas envie de faire ce travail-là. Et c'est beaucoup plus simple et confortable d'aller soit reprendre les choses telles quelles, les coller sur ta réalité pour te rassurer, soit de critiquer la méthode, en disant la méthode est nulle, donc on le fait pas, plutôt que de chercher à comprendre ce que tu peux en tirer. Et ShapeUp est un bon exemple. ShapeUp est un bon exemple dans quel sens? De bons exemples de gens qui n'ont pas compris à quoi ça servait. Attends, c'est génial, j'ai plus besoin de faire de sprint de 2 semaines. Donc, je fais des sprints de 6 semaines. Je suis arrivé chez The Fork. Première discussion, j'ai des mecs qui font du shape-up. Pourquoi pas? Moi, je suis pas pour ou contre. Je trouve que ça peut être intéressant, justement, quand tu as des enveloppes d'investissement, de dire on se donne 6 semaines et on fait du design to cost. Grosse erreur de ma part de penser qu'on faisait du design to cost. Tu avais des product managers qui alimentaient les équipes. Ensuite, tu avais un designer pour 3 équipes qui devenait le bottleneck, qui devait tout livrer. Et si tout n'était pas livré parfait au début du cycle, les devs faisaient autre chose. Et quand ça rentrait, il faisait un Gantt chart de 6 semaines. C'est un mec, vous avez refait un cycle en V. Formidable, bien joué. Non, on fait du shape-up, non, c'est un cycle en V de 6 semaines. C'est formidable. Et donc, il y a ce manque de recul sur, en fait, un shape-up, à quoi ça sert? Ça sert justement à caper des investissements. Et on s'en fout que ça soit 6 semaines.
Ryan Singer, il a dit, en fait, nous, on a fait 6 semaines parce que ça nous parlait. Vous voulez faire 4 semaines, 2 semaines, c'est pas la question. La question, c'est de se dire, on prend le temps, au niveau du delivery, de caper. C'est pas suffisant, d'ailleurs, soit dit en passant, de caper le delivery, mais c'est déjà une bonne approche. Et on parle d'ambition et d'appétit. Cet appétit, c'est un capping. C'est de la base d'investissement. Ils ont rien inventé. Ils ont mis des mots sympas, que moi j'utilise, ambition et appétit, mais qui à la fin n'est qu'une façon de dire je n'investis que 6 semaines sur quelque chose et pas plus par rapport à ce que j'en attends comme résultat, et puis je pourrais toujours revoir mon portefeuille d'investissement selon ce qui se passe. Mais tout le monde a salopé le shape-up. T'as des devs qui sont dit super, c'est la possibilité de, pendant les 2 semaines de cooldown, de faire tout ce que je veux, de faire des évolutions techniques ou je sais pas quoi. T'as des gens qui te disent, en fait, pendant 6 semaines, je discute plus du tout d'évolution potentielle, ce qui fait que oui, c'est très protecteur. Mais de l'autre côté, de temps en temps, ça manque de souplesse. Des gens qui s'afforcent à avoir des sujets sur 6 semaines, plutôt que de dire, de temps en temps, on a des petits sujets, on va peut-être les regrouper pendant 6 semaines et essayer d'en tacler le maximum. Il y a une souplesse que tu peux t'offrir parce que tu es capable de piloter l'investissement sur une année, et pas juste sur 6 semaines. Ça sert à rien de piloter sur 6 semaines, sauf quand tu es éventuellement une start-up pré-PMF où tu te dis je vais faire des bets, mais tu fais pas des bets sur 6 semaines quand tu es pré-PMF, tu vois. Donc il y a une manque de compréhension de à quoi ça sert, et c'est comme l'agile. Il y a une philosophie, il y a des principes, il y a des problématiques, c'est une proposition de solution. Si tu vas pas comprendre le symptôme, tout ce que tu vas faire, c'est mal appliquer une solution à un médicament. Et à la fin, évidemment, ça a des effets secondaires. Et du coup, les équipes s'enferment dans une méthodologie, ça renforce ce dont on parlait tout à l'heure, l'image de la tour d'ivoire. Comment justement tu aides les équipes? Qu'est-ce que tu mets en pratique? Quelles actions tu portes pour justement les aider, en fait? La violence. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce que les gens comprennent tout de suite. Le double impact. Mawashigari dans ta gueule, et puis d'un coup, les gens arrêtent. Il y a une notion de responsabilisation. Tout le monde a envie d'être autonome. Tout le monde. Je connais pas une équipe produit, sauf certains caractères, et j'en ai rencontré, où on se dit, ok, en fait, t'es pas fait ou t'es pas fait pour être product manager, par exemple. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as une aversion au risque qui est extrêmement importante, tu comprends pourquoi il y a des gens qui ont eu du mal avec cette responsabilisation. Parce que ça leur parle pas, parce que ça les panique. Et là, je mets juste une petite parenthèse. Ne pas forcer des gens qui n'ont pas le caractère et qui sont risk averse dans des positions où il faut prendre des risques. Parce que là, c'est comme ça que tu crées un bon gros burn-out. Voilà. J'en ai connu, malheureusement. Donc la question, c'est de te dire, si vous voulez être autonome, vous avez la responsabilité qui va avec. Et on peut en discuter. À quoi ça sert, à qui ça sert, comment on va jauger des résultats et tout ça. Et je suis là pour vous aider à articuler tout ça. Donc, on va discuter des objectifs qui sont atteignables, on va voir à quoi vous allez contribuer. Et donc, je vais pas vous imposer des OKR jusqu'au niveau d'une équipe. Je vais nous proposer des OKR plutôt au niveau. On va se poser la question de votre contribution et ensuite, on va ensemble dire quelles sont les opportunités là tout de suite on pourrait imaginer qui pourraient correspondre à cette évolution. Quelles sont celles qui ne correspondraient pas? Déjà, juste se faire ce choix pour l'identifier. Ce qui veut dire, est-ce que l'équipe, elle a les moyens opérationnels de faire ses choix de façon le plus autonome possible? Et derrière, d'être capable de dire, si je fais les choix, c'est que je suis capable de mesurer l'impact de ces choix-là. Donc, c'est les forcer à faire de l'ambition, à définir un appétit, etc., etc. Et ça se fait comme ça. Et après, alors, peut-être que je suis naïf, et je suis un garçon plutôt optimiste, naturellement, quand je parle des gens. Mais je me dis que si tu leur donnes les moyens de le faire, ils vont essayer de le faire, ils vont nécessairement se planter un petit peu, ça va être un peu stressant de définir une ambition précise, donc tu leur donnes les moyens de le faire en disant ce que je veux c'est une estimation. Et de l'autre côté, si c'est fait avec le marketing ou les sales, il faut qu'ils prennent leur part de responsabilité dans le fait que ça fonctionne. Dans un go-to-market, il n'y a pas que toi de le faire. Un sales qui prépare pas les trucs, un sales enablement qui est pas fait, un nombre de calls qui sont pas passés, et ton résultat financier, il y est pas. Donc il y a une notion de co-investissement qui est importante. Et donc faut les aider. Faut pas juste leur dire maintenant on a changé de méthodologie, c'est comme ça. C'est viens, on challenge, on fait des retours et moi on fait une espèce de bac blanc. Venez me présenter
excusez-moi, venez me présenter des investissements que vous avez en tête et je vais vous challenger comme je le ferais en tant qu'investisseur. Vous êtes finalement une start-up qui me demande de l'argent. C'est-à-dire que je vous autorise à utiliser l'argent et une fois que je vois que j'ai confiance, je vous laisse investir ce million d'euros. Et on fait cette mécanique-là. Et ça leur apprend à, ok, là on n'avait pas compris tel élément de méthodologie. Je l'ai fait chez The Fork sur la partie qu'on appelle de Restaurant Experience, donc la partie B2B si vous voulez. On l'a fait avec tous les trios. Et ça permettait, donc tous les trios étaient là, et les premiers trios présentaient, et donc chacun comprenait les erreurs des uns et des autres, et permettait tout de suite de comprendre comment on allait appliquer telle chose et telle chose, parce que ça me permettait, sur un cas réel, de les challenger, et pas que sur de la théorie. Et donc c'est comme ça que t'apprends. Et à minima, il faut que le trio soit intéressé. Tu peux pas intéresser tous les devs, t'as des devs, ça les fera toujours chier de penser business, c'est comme ça. C'est tout. Je veux dire, à un moment, c'est une réalité. Ils ont pas signé pour ça, et puis c'est tout. Tu fais pas boire un âne qui a pas soif. Mais j'aime beaucoup les ânes, si vous nous écoutez. Mais le trio à minima. C'est à like les ânes. Le trio à minima, donc product manager, product designer et alors lead dev, engineering manager, peu importe. À la limite, c'est l'organisation propre à chacun. Si vous avez des trios, leur responsabilité, c'est cet équilibre économique. Et donc, c'est leur rôle d'être capable d'avoir les informations et de savoir, de défendre une ambition, un appétit. Et après, c'est à eux d'intéresser le reste de l'équipe. Parce que toi, tu peux pas parler systématiquement à 8, 9, 10 personnes, et encore dans certaines organisations, c'est 15 ou 20, pour essayer de la mettre tous au même niveau. Toi, c'est pas possible. T'atteins pas le scale dans ces cas-là. C'est une excellente réponse. Je t'ai entendu parler de co-investissement. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Il y a des vrais sujets de silos dans les entreprises, de relations clients-fournisseurs, métiers produits, produits tech. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est la solution? Tu peux développer cette notion de co-investissement et justement comment par rapport à ce gros problème qu'on rencontre tous, quel impact ça crée? Et si c'est un double impact, je prends. Alors la solution, j'en sais rien. J'ai pas la prétention de te dire que ce que moi j'ai fait va s'appliquer à tout le monde et sinon je referais le côté je te donne une méthode. Voilà, et j'en sais rien, je connais pas toutes les boîtes du monde, et j'ai vraiment pas la prétention de régler le problème de tout le monde. La notion de co-investissement, c'est de dire qu'à partir du moment où on investit de l'argent, c'est rare qu'on soit tout seul. Alors, évidemment, si tu prends au niveau d'une équipe, il y a produit design tech. On va dire produit tech, comme tu disais. Si par exemple, la tech me dit, il va falloir qu'on fasse telle migration. Ok. Dans plein de boîtes, on s'est pas emmerdé, on a dit on va passer 20% du temps à faire tel. C'est pas suffisant de dire on va faire 20% du temps. C'est facile, soit, mais il faut être capable de justifier. C'est-à-dire que si à un moment, on dit pourquoi tu vas faire ça dans ces 20% du temps, qu'est-ce que tu imagines comme bénéfice ou comme assurance? Souvent, les migrations tech, c'est pas un bénéfice, c'est de l'assurance. En fait, si je le fais pas, ça va me coûter tant. Si je le fais dans un an, je perds en productivité. Donc finalement, ma capacité d'investissement, quand je vais investir 1 million d'euros, indirectement, ce 1 million d'euros a moins de valeur parce que ça va me coûter plus cher de faire la même chose. C'est comme l'inflation, en fait. C'est une espèce de forme d'inflation, la dette. Parce que tu as ce coût de la dette que tu dois rembourser. Donc sur le 1 million d'euros, tu dois prendre le coût de la dette qui vient en soustraction de ta capacité d'investissement. C'est comme le budget de l'État, hein. C'est très simple. Voilà. Donc, si tu es capable de me dire, oui, aujourd'hui, si on le fait que dans un an, voilà pendant un an le coût que ça va représenter, là, d'un coup, on peut parler de la notion d'équilibre économique. Et c'est là où PM et Tech peut dire, ouais, moi, je suis là, en tant que PM, pour t'aider à exprimer ça de façon monétaire pour qu'après, je sois capable d'aller défendre les choses avec le trio. C'est notre rôle. Et donc là, de la même façon que les PM vont toujours dire aujourd'hui, je ne sais pas combien peut coûter quelque chose. Donc d'une certaine façon, on relie la notion de coût et de ROI et on se dit super, ensemble on est capable de faire une équation économique. Donc déjà cette notion de co-investissement au sein d'une équipe, c'est très ça. Quand on parle de l'équipe et d'autres personnes hors équipe, typiquement des demandeurs, /stakeholders, /business, ça peu importe tous les mots pour dire que c'est pas des gens comme nous. Voilà.
de façon générale, ils n'ont pas cette conception du co-investissement parce qu'ils ne voient pas l'investissement. Ils ne voient pas ce que ça coûte. Aussi parce qu'ils ont été biberonnés pendant des années avec des ESN et qu'aujourd'hui, ils ne voient pas le coût de l'ESN qui est pour eux une forme de ESN interne. Parce qu'ils ne payent pas en fait. On leur applique pas ce budget. On leur dit pas aujourd'hui, c'est un budget limité. Ils en ont aucune conscience. Et même quand il y a une forme de refacturation interne, le problème c'est que quand tu es biberonné l'ESN, tu peux toujours rajouter des équipes dans une ESN. L'ESN est très contente que tu rajoutes des teams, il n'y a pas de problème. Là, tu es à budget contraint. Donc, à budget contraint, une équipe sur quelque chose, si on n'est pas une équipe sur autre chose. C'est un peu con ce que je dis, désolé, j'enfonce des portes ouvertes. Et ils n'ont pas conscience de ça. Et donc, ils vont continuer à aller voir leur petite évolution, et quand ils demandent un bouton en disant « je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait ». Mais parce que, en fait, ils ont zéro risque. Donc, je vais prendre c'est un truc que je fais en conférence, donc désolé s'il y a des gens qui, par hasard, ont vu ma conférence. Je ne vends pas ma conférence, je n'ai rien à gagner. Mais quand un sales te demande de faire quelque chose, ça lui coûte zéro. Voilà. Il fait une demande quelque part, il la justifie peut-être un peu sur un coin de table, il te dit qu'il a besoin de ça pour vendre à je ne sais pas quel grand groupe, ça lui coûte absolument rien. Toi, tu vas devoir voir la demande, l'étudier, voir si ça rentre quelque part. Puis c'est peut-être dès le début que la demande est complètement con, mais tu vas quand même devoir fournir un argumentaire pour dire pourquoi tu le fais pas. Donc toi, ça te coûte de l'argent. Imaginons, dans un monde évidemment totalement hypothétique, qu'on te dit non mais tu vas le faire quand même. Voilà. Toute ressemblance avec la réalité étant purement fortuite. Donc tu vas passer du temps en discovery potentiellement et tout ça, puis à faire delivery. Alors, une équipe, si c'est 1 million d'euros, ça veut dire que la semaine coûte 20 000. Hein. Ça veut dire qu'un sprint de 2 semaines coûte 40 000. Donc quand tu prends une décision en sprint planning de faire quelque chose, tu es en train d'investir 40 000 balles. Juste pour que les gens se rendent compte de ce que ça représente quand même. 40 000 balles, c'est-à-dire que sur un mois, ça fait 80 000. 80 000, c'est un poste. Hein. Donc, tu te dis, ça veut dire que j'investis le poste de quelqu'un tous les mois. Est-ce que je suis prêt à faire ça et à en prendre la responsabilité? Donc, toi, ça te coûte de l'argent. Pendant ce temps-là, le sales qui t'a demandé quelque chose, ça lui coûte zéro. Puisque de toute façon, il n'a pas de notion de budget face à ça. Il a juste une notion de temps et d'impatience, parce que lui a décidé que ça le faisait. Imaginons que tu le fasses, donc à 20 000 par semaine. Discovery, delivery, go-to-market, ça part. Et ça fonctionne pas. On n'a pas réussi à vendre à ce client pour plein de raisons. En fait, la compétition était meilleure, on était trop cher. Information qu'évidemment tu n'as pas eue. Qu'est-ce que ça coûte aux sales que ça n'ait pas marché? Absolument rien. Toi, tu as utilisé ça, il va falloir que tu justifies pourquoi le reste est en retard, puis à la fin de l'année, pourquoi tu avais des équipes et à quoi des équipes ont servi. Donc la responsabilité à 100% est sur la partie produit tech. Et il y a 0% de responsabilité sur la partie sales. Pourquoi veux-tu que les gens se posent la question du co-investissement quand de toute façon, ça leur coûte que dalle? Dire, ah bon, c'est gratuit. C'est-à-dire, ah bon, c'est aussi simple que ça. Donc, on n'a pas responsabilisé, et je parle pas que de la partie produit tech, les entreprises n'ont pas responsabilisé les autres départements qui viennent piocher dans ton budget. Alors que si toi tu disais, alors juste pour que tu saches, j'ai décidé de faire une campagne AdWords sur la feature qu'on a lancée. Tu vas dire ça en marketing. Tu vas dire, mais c'est pas dans le plan marketing de l'année. Ouais, mais c'est pas grave. Et j'aimerais bien que ça sorte dans une semaine. Et si ça dans une semaine, tous les jours, je vais te demander pourquoi c'est pas sorti. Et pourquoi t'as utilisé. Soudainement, les gens disent, mais tu veux pas m'apprendre à faire mon métier. Tu la vois l'ironie ou voilà. Et donc, c'est pas que les gens sont de mauvaise foi. C'est qu'ils n'ont jamais été mis en face de cette responsabilité en disant, OK. Et si ça marche pas, ton truc. Voilà. Si j'ai mis 200 000, et je vais dire à tout le monde que Jean-Michel a poussé pour qu'on mette 200 000 sur telle chose et que il a dit qu'il y aurait tel résultat et que je t'affiche face à tout le monde pour dire que tu n'as pas eu ce résultat-là, qu'est-ce qui va se passer? Oh, tu vas pas me faire ça quand même. En fait, si, parce que moi, je dois justifier mon budget. Donc, c'est un choix. Si tu ne le fais pas, si tu te dis ouais, c'est sûr que ça le fait et que ça le fait pas, est-ce que tu es prêt à me rembourser? Parce que finalement, c'est ton budget à toi que tu devrais prendre en risque. Est-ce que tu es prêt à faire ça?
Les gens ne sont jamais prêts à faire ça. Ça n'existe pas. Donc tu vois, cette logique de co-investissement, c'est de dire, voilà les risques qu'on prend. Moi, ma responsabilité n'est pas faciliter le business, n'importe quoi. J'ai une responsabilité chiffrée vis-à-vis de l'entreprise en entier et de ses actionnaires. C'est ça ma responsabilité. Voilà. Aller vers le haut, d'abord. Les gens qui peuvent me virer, c'est les gens du haut. Si je dois penser qu'à mon cul, désolé, c'est quand même les gens du dessus. Donc je vais pas me couper une jambe pour te la donner. Pas comme ça que ça fonctionne. Donc si à un moment tu me proposes un investissement qui est trop risqué ou qui est moins intéressant par rapport aux résultats d'entreprise que quelque chose d'autre, je ne vais pas investir dans ton truc. Et donc c'est déjà d'essayer de renverser la vapeur en disant, je suis pas en train de te dire que je ne veux pas faire ton évolution parce que c'est contre toi. Je t'ai expliqué que ton évolution rapportait moins à l'entreprise sur le papier que autre chose. Et ma responsabilité, c'est d'investir là où ça va rapporter le plus. Et j'ai les moyens aujourd'hui d'être capable de dérisquer, d'évaluer. C'est mon travail. Tu vas pas te plaindre auprès du CEO parce que le CFO t'a refusé un budget. Et lui va te dire, moi j'ai un budget contraint, et donc à un moment, si tu veux faire un séminaire avec ton équipe qui coûte 50 000 balles à Djerba, c'est super cool, mais tu n'as pas ce budget-là, basta. Fin de la discussion. Et tu vois, c'est là où on va revenir sur des notions financières, parce que le mec peut aller faire ouin-ouin, mais avant on dit, tu vas voir le mec de la France et tu lui dis que son séminaire à Center Parcs, mais il le fait pas. Et moi, si on a la place que pour un, vous vous démerdez. Et sinon, vous allez faire tous le même séminaire au Château Forme dans l'Essonne que pendant un jour, et vous vous démerdez. Mais moi, mon enveloppe, elle est de temps, basta, fini. Là, tu vois cette notion de co-investissement, c'est-à-dire, on met tous de l'argent. Le Souvent, 2, c'est... Ouais, pardon, vas-y. je t'en prie. Non, Le 2, souvent. c'est... Vas-y, développe. Non. Alors, le 2, c'est qu'est-ce qu'ils ont vraiment à perdre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ton argent qu'ils doivent perdre. Donc, si je suis sales, je dois m'engager à mettre quelque chose sur la table. C'est comme quand tu montes une start-up. Tu peux aller faire et dire, oh, regardez, c'est formidable, mettez de l'argent dans la boîte. Si tant que founder, tu prends pas un minimum de risque avec ton argent perso, là, pour dire, écoute, moi j'y crois pas. Ah, vraiment, t'es sympa, mais si toi tu veux pas prendre de risque au niveau perso, moi j'y crois pas un instant que tu vas être capable, ou en tout cas que tu vas donner ton maximum. Ça fonctionne pas. Bon. Et donc il faut qu'ils prennent des risques. Prendre des risques, dire qu'est-ce que eux peuvent investir. Ils peuvent investir leur réseau. Dire c'est leur principe, ils vont attirer leur force de travail, être capable de tester un pitch commercial auprès d'un certain nombre de clients, de prospects. Ils peuvent s'investir dans le fait de parler aux autres sales pour être capable de vendre, de travailler sur les argumentaires, etc., de passer des calls ensuite. Ça, ils peuvent le faire. S'ils le font pas, tu te poses la même question qu'avec un founder. En disant, attends, tu me demandes de faire un truc en m'assurant que ça va marcher. Et marcher, ça veut dire que ça va vendre. Qu'est-ce que toi, tu mets sur la table de ton côté pour m'assurer que tu es sérieux dans ton investissement et que si ça fonctionne pas, tu auras aussi perdu quelque chose. Et c'est pareil avec le marketing, c'est pareil avec les opérations, c'est pareil avec les pays. Si tu n'as pas cette logique-là et que tu as rien à perdre, alors de base, déjà, le débat il est foutu. Souvent, c'est réducteur. En fait, on parle d'enjeux politiques, de problèmes politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, tu connais des organisations qui sont matures sur ce co-investissement? Tu as des exemples? C'est vraiment quelque chose qui prend aujourd'hui? Alors, nous, on l'a fait chez The Fork sur la partie donc de B2B, donc le développement du côté restaurateur, où on avait une organisation avec des country managers, et donc 12 pays, représentés majoritairement par 4 personnes. Et ces 4 personnes, on était dans des débats de « moi, j'ai besoin de telle évolution pour telle chose ». Je vous donne un exemple. Moi, je voudrais telle évolution en Espagne pour être capable de me connecter à un logiciel de caisse qui a une grande part de marché. Et donc, dans des restaurateurs, les restaurateurs, ils ont l'obligation d'avoir un logiciel de caisse pour être capable de faire leur comptabilité, mais que, évidemment, c'est beaucoup plus simple de communiquer. Et savoir que c'est très hétérogène. Bon. C'est uniquement espagnol. Donc, les autres pays sont pas intéressés par ça. Autre évolution, en Allemagne et en Autriche, surtout en Autriche, il y a un truc qui est génial, c'est la force du titre de docteur. Il y a un truc de ouf, c'est-à-dire que ça n'existe pas dans les autres pays du monde, mais ils sont persuadés que si
on les appelle doctor, alors on va mieux les considérer. Et donc, dans la réservation de restaurant, si tu réserves en disant doctor et pas monsieur, alors les mecs étaient persuadés qu'en arrivant au restaurant, ils auraient une meilleure table et tout ça. C'est comme ça. Et pour connaître un tout petit peu l'Allemagne et l'Autriche, c'est probable en plus ils aient raison. C'est comme ça, c'est tout. Bon. Tu fais une demande, tu te dis je voudrais rajouter un champ. Tu regardes au niveau de 12 pays, mais c'est complètement con. Qui va les réserver en mettant un titre que comme quoi t'es un PhD? Qu'est-ce que ça change? Ouais, mais c'est culturel. Donc c'est normal que ces deux pays sur des évolutions qui n'ont aucune valeur pour les autres aient envie de le pousser. Ce problème, c'est que ça, c'était le cas sur d'autres problématiques qui pouvaient intéresser les autres, mais qui est déjà souvent poussé en termes de solutions et chacun regardait sa propre liste. Et donc ça crée énormément de tensions. Ça crée aussi des problèmes de visibilité, puisqu'on essayait de faire plaisir à tout le monde, et en faisant plus ou moins plaisir à tout le monde, personne s'y retrouve. Mais tout le monde continuait dans un espèce de cercle vicieux de moi je vais redemander mes trucs et je vais mettre ça puisqu'il y a telle évolution potentielle et je vais pousser de la solution pour faciliter le fait que les gens le prennent et se sentent obligés de faire moi. Et bref, pur cercle vicieux. Le recul qu'on a pris, ça a été de dire on a la chance, on est en shape-up, donc on a gardé les murs entre guillemets, mais on a changé ce qu'on faisait à l'intérieur de la maison pour dire on peut investir sur 6 semaines. Et il y avait 7 équipes et on a pris 3 grands thèmes d'investissement, un thème avec 2 équipes, un thème avec 3 équipes, un dernier thème avec 2 équipes. Et sur le thème des 3 équipes, on parlait de competitiveness. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour être plus compétitif par rapport à la concurrence? Et ça veut dire que à chaque cycle, j'ai 3 investissements potentiels de 6 semaines. Soudainement, quand tu dis, en fait, on va se voir et on va décider ensemble des investissements qu'on va faire, proposés par les équipes, qui ont été challengés par les équipes produits ou poussés par les équipes produits qui doivent être challengés par le business. Et voir ce qui a du sens. Et on va tous se mettre d'accord pour dire, on a envie d'investir là et qu'est-ce qu'on va mettre en face dans les pays. Et donc, ce qui fait que soudainement, l'évolution de l'Espagne peut défendre en disant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai besoin qu'on investisse pour ce logiciel de caisse en particulier. Et si on décide tous que ça vaut le coup, on décide tous que ça vaut le coup. Voilà. Mais pour les autres, on essaie de trouver des investissements en commun. Ce qui était un peu pour les gens qui ont fait un buy feature, qui était un peu cette logique-là, indirectement, de dire, on essaie de faire prendre en compte, le fait qu'on a chacun des demandes qui sont parfois un peu isolées et qui parfois répondent au même problème. Donc, on essaie de trouver une solution dans laquelle on co-investit tous. C'est vraiment la base de buy feature, qui est assez génial comme atelier. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça peut valoir le coup pour faire évoluer la façon de penser les gens. Développer en synthèse cet atelier? Buy feature, le principe, c'est que les gens vont venir avec leurs propres demandes, que tu vas mettre un coût en face et que tu vas leur donner tous le même budget. Et évidemment, le budget ne permet pas d'investir dans tout ce que tu veux. Et tu vas forcer donc les gens à dire moi, je suis intéressé par ça. C'est peut-être plus intéressant qu'on se mette à 2 pour aller financer une évolution qui nous intéresse tous les 2, même si elle n'est pas parfaitement fine-tunée pour nos marchés. Et c'est mieux que rien, plutôt que d'essayer d'en financer une seule et de faire l'impasse sur tout le reste, qui est aussi un choix intéressant. Il faut pas que les features rentrent dans le budget, parce que sinon chacun va se battre pour sa feature à lui. Exactement. Et donc c'est intéressant de dire que tu es obligé de discuter, de faire des choix, donc de faire du focus naturellement, mais qui est poussé par la notion d'argent. Et c'est un atelier qui existe depuis 15 ou 20 ans. Hein. Je réinvente rien, c'est pas moi qui l'ai créé. Mais pour le coup, je trouve que c'est finalement assez peu utilisé dans notre monde et je trouve ça dommage parce que ça remet l'église au milieu du village, qui est quand même la thune et le budget d'investissement. Il y a quand même 2 ateliers que t'aimes, deux templates que t'aimes beaucoup. Il y a le Lean Canva et celui-là. Ouais. Ah ouais, moi je trouve ça très intéressant d'avoir des choses que tu peux parce que ça sert. Ouais. Et Lean Canva, je trouve que c'est un très bon résumé, beaucoup mieux que le business model Canva qui est très orienté entreprise, solution et assez peu utilisateur. Et que cette façon-là d'atelier de buy feature, c'est une sensibilisation à la responsabilité sur le budget. Par contre, ça veut dire que derrière, il faut les moyens de contraindre entre guillemets cette façon de penser-là dans tes systèmes et pas juste quand tu fais un joli atelier qui est très sympa, encore une fois dans un château forme dans le 91, mais qui est derrière, si ça ne change pas les règles du jeu, tu peux le refaire toujours tous les ans. Les arbitrages en direct. Exactement. Après coup, ouais.
Donc cette notion-là, c'est-à-dire que soudainement, tu as des gens qui doivent faire des choix de façon responsable, en portant la responsabilité commune dont on a décidé de faire tel truc pour l'Espagne, et évidemment, on va demander des résultats. Et ça pousse aussi à avoir des roadmaps qui s'arrêtent pas à la release. Parce que ma roadmap, c'est un release plan. Ouais, mais enfin, quand ta roadmap s'arrête systématiquement à la date de release, pas dit te plaindre que ce soit un release plan. À un moment, tu vois, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Hein. Donc, si ça s'arrête à la release, si tu penses pas usage, si tu penses pas résultat business après 1 mois, 3 mois, 6 mois et autres, tu peux pas vraiment parler de roadmap. Parce que ton but, c'est pas une roadmap de feature, qui est un release plan, c'est une roadmap produit avec des investissements. Donc, tu vois, rien que les mots et là représentons une importance. Et là où on a compris qu'on avait gagné la bataille avec cette façon de faire du côté B2B, c'est quand on avait une country manager donc d'un des pays, donc il y a quelqu'un au-dessus qui défend son bout de gras, donc c'était Iberia, au sein d'Iberia, t'avais pas. Bon. C'est quand on n'a pas investi dans ce qu'elle avait proposé et qu'elle a dit c'est pas grave, j'espère qu'éventuellement on pourra la faire passer dans un prochain comité d'investissement. Et là, tu te dis, waouh, 6 mois après, elle aurait fait chier tout le monde. Mais tout le monde, elle était comme ça, extrêmement pénible quand elle voulait quelque chose, mais c'est bien. Rappelle-toi, ce podcast est diffusé. Ah oui, j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Elle était extrêmement pénible, elle ne voulait pas entendre les choses. Sauf que là, en fait, je pense que il y a eu un déclic en fait, je peux pas emmerder tous mes collègues et tous les country managers et autres parce que moi, j'ai décidé que. Alors que l'équipe produit, je pouvais l'emmerder, l'équipe tech, je pouvais l'emmerder parce qu'il y avait pas de coût pour moi. À un moment, malheureusement, pour certaines personnes, il faut ça. Et peut-être que c'était comme ça qu'elle avait réussi à faire passer les choses et qu'elle pensait que c'était le bon mode d'emploi. Hein. Je critique pas la nature de la personne. Hein. Je critique uniquement le comportement que j'en vois. Et c'est totalement différent. Et là, d'un coup, c'est intéressant. Quand t'as des gens qui disent tous, bon, attendons déjà de voir si au bout d'un cycle, ça peut donner quelque chose avant de réinvestir un peu plus sur cette évolution-là, tu te dis, ça y est, j'ai fait faire du road mapping à des country managers. Sans parler de roadmap, sans parler de gros mots. Mais en fait, naturellement, ils ont compris, oui, on est face à de l'incertitude, on a décidé de faire ça, on prend ce qui a l'air le plus certain, en tout cas, mais avec des vrais faits. Et on investit tous ensemble, et on va attendre de voir si ça marche pour voir si on reprend une décision. Là, tu te dis, c'est bon, j'ai gagné. Là, je peux me faire mes pop-corn, commencer à les manger. Et par contre, du côté B2C, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. Parce que il n'y avait pas cette notion de responsabilité, t'as pas un marketing pour la France, pourquoi c'est le marketing global. Puis il y avait d'autres problématiques liées à l'organisation dont je vais pas parler là, parce que là, pour le coup, c'est enregistré. Ceux qui me connaissent sauront très bien de quoi je parle. Il y a un binôme produit et tech qui est très très important. Le produit, les enjeux business, c'est des choses par principe avec lesquelles il est très à l'aise. Comment tu fais pour, avec les équipes tech, les amener sur des sujets de KPI business? Parce qu'ils ont forcément des KPI tech, mais tout le monde doit être concerné par le business. Ça rejoint la notion de double impact. Comment t'amènes la tech à qu'ils aient également, qu'ils prennent l'initiative de porter eux-mêmes des KPI business? Alors moi, j'aime bien les faire jouer. Le problématique, c'est que l'incertitude, les gens pensent que c'est de la fuzzy logic, tu vois, qu'en fait, il n'y a pas de logique, plutôt. Dire ça comme ça, au contraire. Que c'est noir ou blanc, que quand je fais une estimation, elle doit être extrêmement précise et autres. En réalité, c'est pas vrai. Et quand tu commences à intéresser un dev à une façon de factoriser l'incertitude, bon, alors, surtout un backeux, tu vois, habituellement, j'aime bien ça. Un architecte, pareil. Comment on va voir le système et faire évoluer? En fait, faut prendre les gens là où ils sont bons. Je suis désolé, c'est limite une lapalissade, hein, ce que je suis en train de dire. C'est une problématique d'ingénierie. Exactement. Et quand tu dis, bon, j'ai une note de confiance. Le RICE, pour les gens qui nous écoutent, le RICE, Intercom l'a jamais utilisé pour ses équipes produits. Il a été pour ses équipes growth.
Voilà. J'ai taclé le fondateur d'Intercom là-dessus sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps. J'étais hyper surpris qu'il me réponde. Mais en fait, les gens n'ont pas compris que le RISE, il avait jamais utilisé pour des équipes produits. Il avait utilisé pour des équipes growth qui font de l'expérimentation, pas de la feature. Bon. Mais RISE est intéressant sur le papier. Typiquement, le genre de framework qui a été ultra mal utilisé par 99% des gens. La note de confiance, c'est de te dire quelle confiance j'ai dans le fait que, effectivement, on a bien tel impact sur telle cible. Ton I pour impact, ton R pour le reach. Globalement, cette confiance, elle est là. Tu peux l'appliquer à un problème en disant le problème coûte tant aujourd'hui, c'est comme ça qu'on l'estime, ce qui veut dire que on est capable de limiter l'impact maximum qu'on peut avoir avec une solution. Parce que c'est rare qu'il fasse une solution qui règle 100% du problème. Et donc, naturellement, quand on te dit aujourd'hui, ça coûte tant, ça évite les délires de ça va nous rapporter des milliards. De l'autre côté, quand je pense solution. Mais bon. Et ta note de confiance, elle est hyper intéressante si tu la fais évoluer. Chose que les gens n'ont pas comprise. Ils vont te faire une note de confiance, ils s'arrêtent là, ils font un calcul et ils comparent des choux et des carottes. Bon. La note de confiance, ce qui est intéressant, c'est de dire, par rapport au potentiel que je vois, est-ce que je suis prêt à investir un peu d'argent en due diligence, donc en discovery, pour remonter ma note de confiance. Et ma note de confiance, elle peut remonter, mais peut-être que je suis plus confiant que ça n'aura pas l'impact sur la cible que j'avais imaginée. Que c'est peut-être pas la même cible, que c'est peut-être pas la même façon de mesurer l'impact. Donc c'est pas nécessairement que je vais garder tout et je vais augmenter uniquement le niveau de confiance, ça serait trop facile. Bon. Et tu peux factoriser dans tes investissements cette notion de confiance. Donc tu peux multiplier ton best case scénario par un pourcentage de confiance, ce qui te donne ton worst case. Tu penses que tu peux faire 1 million, j'ai 20% de confiance, ça veut dire que ton worst case scénario, c'est 200 000. Oui. Ça fait réfléchir si on va faire 200 000 et pas 1 million, tu vois. Le 2, c'est que derrière, tu peux te dire, bon, voilà l'appétit que j'ai sur cette évolution de façon générale. Si je regarde mon niveau de confiance, combien de temps je passe sur le discovery? Donc c'est de la bête factorisation. Je veux dire, c'est X% de mon ambition, ça me donne, ou de mon appétit, ça devient un appétit de confiance. Et ça, tu peux le factoriser. Et encore une fois, de dire on va passer 2 semaines ou 10,3 jours, on est bien d'accord qu'à un moment, on coupe pas des jours en 0,3, c'est pas la question. Mais tu peux intéresser les gens à dire, OK, comment j'arrive à calculer une estimation en disant, avec les informations que j'ai aujourd'hui, voilà ce qu'il y a. Et donc, c'est un système qui est très mathématique, d'une certaine façon. On a vectorisé les opportunités produits, quoi. Et donc, déjà, ce côté de dire, je vais chercher les gens là où ils sont bons, imputément, un Baku, il adore ça. Le 2, c'est qu'à un moment, en fait, tout le monde est assez inconfortable avec le fait de prendre des risques, quoi que les gens disent. Donc, tu me disais comment j'arrive à intéresser quelqu'un de la tech sur les KPI business. Je dirais, limite, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment j'arrive à t'aider à valoriser l'investissement que tu proposes. Si je prends bêtement, je veux faire une évolution technique, au niveau d'un business. Ça, moi, je connais assez peu de gens qui sont pas prêts à le faire. En revanche, de dire, est-ce que je veux m'intéresser naturellement au fait que telle évolution qui n'est pas poussée par moi, qui était proposée par le product manager ou par quelqu'un du business, que ça va avoir tel impact sur les KPI business, le seul intérêt, ça serait de pouvoir éventuellement challenger, lui donner les éléments pour challenger une demande, pour qu'il dise, ouais, moi je veux être capable d'aller parler au business pour lui dire pourquoi sa demande, elle rentre pas. Ça, éventuellement, tu peux l'intéresser. Mais juste l'intéresser par défaut, à dire tu vas t'intéresser par les KPI business, je pense que c'est des années de sous-investissement dans les écoles, de sous-investissement dans les boîtes sur cette responsabilisation de la tech. Et c'est ce qui fait la différence majeure de façon caricaturale entre nous et les États-Unis. C'est pas que les gens font plus de produits, mieux du produit. C'est qu'il y a cette infusion de la culture économique où tu vas vendre ton truc de limonade à 5 ans dans ton jardin, tu vois, ça existe. Les gens pensent que c'est caricature, mais ça existe. Oui. Ça existe aux États-Unis. Et que tout le monde a cette forme d'intérêt, tout le monde de culture. Et donc, c'est beaucoup plus simple d'aller parler business. C'est beaucoup plus simple aussi d'amener les ingés
à prendre davantage de risques et de responsabilités dans les choix, ce qui libère plus de temps à un product manager pour faire typiquement du product marketing, etc., et qui rend de façon générale les équipes plus efficientes en termes de responsabilisation business. Mais tu vois, c'est pas une question d'intelligence, hein. On est aussi intelligent que les devs, les product managers ou les designers américains. Tu vois, faut arrêter de se faire du shaming. Mais ouais, ça part de là. Et ça, avec tous les sourires et tous les ateliers et tout comme ça, encore une fois, tu fais pas boire un âne qui a pas soif. Donc voilà, j'ai pas de recette miracle pour aller transformer un dev qui veut juste coder son bac tranquille et pas être emmerdé et pas faire de réunion à soudainement dire « Ah mec, je me suis levé ce matin, j'avais absolument envie de faire un PNL. » Il monte de 200 marches d'un coup, quoi. Ouais, c'est clair. Fabrice, on parle de ROI pour mieux faire du produit. On a beaucoup employé le mot système depuis tout à l'heure. Quelles sont les clés pour intégrer un système ROI dans mon rôle de product? Alors, on a parlé de co-investissement tout à l'heure, qui est, pour moi, je dirais un sine qua non, sauf à avoir le droit d'investir 100% de ton budget sans aller parler au marketing, aux sales, et que le produit se vend tout seul. Je dois avouer que je connais assez peu de produits qui se vendent tout seuls, mais admettons. Peut-être Lovable, et encore, hein. Quand tu dis ça se vend pas tout seul. Il y a deux autres principes. Le premier principe, c'est cette notion de capping dont on a parlé tout à l'heure. Si tu as une enveloppe, tu vas pas faire de chèque en blanc. Voilà, pour prendre une expression de boomer, tu vas pas te faire de chèque en blanc en disant j'ai décidé d'aller mettre ça parce que j'avais envie de. Tu vas être obligé de capper les choses et de capper pas que le delivery, ce qui est très bien fait encore une fois dans le shape-up de te pousser 6 semaines, peu importe, 2 semaines, 4 semaines, mais de dire qu'est-ce que je peux faire dans 6 semaines et je fais toutes les releases que je veux dans ces 6 semaines. C'est pas la question. Par contre, je me donne 6 semaines. On va revenir sur la base de l'agilité, c'est soit périmètre, soit date, mais c'est pas les deux. Là, on a décidé que c'est le périmètre qui allait être le plus souple. Bon, on revient quand même sur des choses qu'on connaît depuis 20 ans, hein, on est bien d'accord. Mais c'est la même chose sur les autres activités. C'est-à-dire quel appétit je vais avoir sur le discovery, on en a parlé un peu, quel appétit sur le go-to-market. Parce que c'est très bien de dire, j'investis une évolution, mais en fait, le coût de go-to-market en moyenne, c'est 50% des coûts produits. Ce qui veut dire que globalement, sur une année, si je fais 1 million d'euros, qui est mon coût pour mon équipe, je dois investir indirectement 500 000 pour m'assurer que le produit, il est, entre guillemets, sous le nez des bonnes personnes, qu'on en parle si c'est évidemment en sales-led, si c'est du marketing, c'est des campagnes, c'est des release notes, c'est tout ce que tu veux, les choses qu'on connaît. Ce 50%, c'est une moyenne, hein. Ça peut être entre 20 et 150 selon le business model que tu as, les cycles de vente, enfin voilà. Mais on va se mettre 50 parce que c'est facile de se le représenter. Et tout ça, ça doit être capé. Parce que, encore une fois, ton budget n'est pas illimité. Donc, le co-investissement vient aussi avec un capping des efforts. Combien on est prêt à mettre là-dessus, au détriment de quoi? Donc, si je vends quelque chose en tant que sales et que je parle d'une évolution, d'une feature, je parle pas d'autre chose. Si j'appelle telle cible, j'en appelle moins une autre. Donc, tous ces choix-là de capping doivent être faits au niveau de toutes les activités, discovery, delivery, go-to-market. Et évidemment, tout ce qui va être delivery, moi je pense aussi aux évolutions techniques, je pense aussi à la TMA, je pense aussi à ça, hein. C'est pas uniquement de delivery de feature. L'autre, c'est la notion de portfolio. On en a déjà parlé naturellement en parlant d'enveloppe. Mais en fait, de la même façon que ton argent, tu vas pas le mettre 100% sur Tesla, normalement, tu vas te dire, bon, je parle un petit peu d'argent sur mon livret A, ça rapporte que dalle, mais bon, au moins ça rapporte quelque chose. Et puis je vais mettre ça sur des SICAV ou des ETF, mais des choses qui sont structurées. Et je vais peut-être prendre de l'argent pour faire du love money sur des startups early stage. Bon, tu sais que ce que tu mets dans l'early stage, t'es prêt à le perdre. C'est-à-dire que sinon, tu mets pas d'argent sur l'early stage. Et ben en fait, à minima, on peut dire qu'on a 3 types d'investissements dans une équipe produit. Le premier, c'est des choses qui sont des enablers ou des low-hanging fruits. Low-hanging fruit, c'est le truc d'optimisation qui va te rapporter des micro-pourcents, mais c'est assez clair, j'ai toutes les informations pour le faire, ça va pas prendre beaucoup de temps, je prends peu de risques. Voilà. Peu de risques, pas une rentabilité énorme, c'est pas un game changer, mais bon, à un moment, faut le faire. L'enabler, c'est la migration Braze. On sait que le marketing en a besoin. À un moment, ils sont bloqués par plein de choses. Difficile de dire que ça va rapporter énormément, mais de toute façon, si tu le fais pas, tu bloques les autres.
Donc tu acceptes que tu as un pourcentage, alors soit c'est une seule enveloppe, soit c'est deux, hein, mais moi j'aime pas faire 153 enveloppes, sinon ça devient ingérable, qui est de te dire on va comparer les choses au sein de cette enveloppe-là, de low-hanging fruit, cette enable. Le 2 qui devait représenter à peu près 2/3 de ce que tu fais, c'est les initiatives, alors tu peux appeler ça opportunité, initiative stratégique et autres, habituellement corrélées si tu as des OKR à des OKR, mais en fait corrélées à une stratégie finalement. Et c'est là que tu vas trouver des choses qui sont à un niveau de risque qui est plutôt moyen élevé, où on va nécessairement faire plus de discovery, où il y aura nécessairement plus d'efforts de go-to-market pour être capable de le vendre. Et après, tu as cette petite catégorie qui correspond à ton investissement early stage, qui est les bets. Il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'on parle de bets pour tout, alors qu'il y a des choses qui sont pas vraiment des paris, en tout cas c'est un pari peu risqué. Et il y a des vrais paris risqués. Et ça peut être un founder qui dit, ben voilà, j'accepte que je pense que ça fera la différence dans 3-4 ans, et qu'on utilise 5% de notre budget pour faire ça. Je comprends, ça va pas remettre un truc dans l'année, mais là, c'est aussi pour ça que je monte une boîte, c'est que j'ai certaines intuitions et que je pense que ça va faire la différence et qu'on en touchera les frais plus tard. Mais je prends la responsabilité de dire je suis prêt à ce que cet argent ne rapporte rien pendant un an ou carrément qu'il rapporte rien ever. Mais si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc peut-être qu'on va juste disparaître parce qu'on n'a pas osé faire. Toutes les boîtes qui disent faut qu'on fasse de l'IA, en fait ils voient bien que saupoudrer ça dans les équipes, c'est souvent assez compliqué. Ou alors faut faire des choix de on fait pas d'évolution sur telle chose. C'est un vrai risque qu'on prend. Donc ton portfolio représente ton aversion ou au contraire ton goût du risque. Et ça tu peux le retrouver au niveau d'une équipe. Tu peux le retrouver au niveau d'une tribe, tu peux le retrouver au niveau d'une entreprise. Et tu vois que tu vas avoir des différences parce que tu as des équipes, typiquement une équipe plateforme, elle va être assez peu dans des bets, on va pas se mentir, elle est plutôt sur de la stabilisation. Et c'est aussi pour ça que tu auras des product managers, typiquement sur un côté plateforme. Ils aiment scaler des choses qui sont déjà d'une certaine façon relativement assurées. C'est pas des gens que tu vas mettre en frontal sur du B2C, en growth, parce que c'est une question de caractère. Sinon, tu vas les faire des burn-out. Et donc, tu dois être capable de maîtriser ton portfolio de façon générale. Et après, il y a des gens qui vont venir, oui, mais il faut tel % pour les chantiers techniques. Ok, encore une fois, si c'est une enveloppe, elle est limitée et on doit avoir une forme de rentabilité d'une façon ou d'une autre à plus ou moins long terme. Et le ROI, c'est pas le problème de PNL, c'est que c'est l'EBITDA par exemple, c'est super, mais ça te donne sur ton activité, ça prend pas en compte la dette et tout ça. Voilà, économiquement parlant, tu peux avoir un ROI à 18 mois, à 2 ans, à 3 ans, à partir du moment où tu regardes des étapes d'ici là pour te dire, ça a l'air de prendre la bonne direction. Tu dois mesurer tout ça. Donc cette notion de gestion de portfolio, et les gens qui font du safe, comme ça, je ne parle pas de portfolio de train ou je sais pas quoi, je parle de portfolio d'investissement. Donc là, tu vas dire, ouais, je connais le portfolio, c'est pas la même chose. Trop facile de mettre dans des cacases. Mais ça, c'est vraiment pour moi ultra nécessaire dans une équipe produit, mais aussi au niveau d'un leadership produit, d'amener cette notion d'investissement, parce que c'est là où tu vas pouvoir comparer le portfolio au sein de chaque enveloppe. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on a décidé de passer 66% sur tel OKR, 33% sur l'autre? C'est une gestion de portfolio. La stratégie, peu importe son niveau, c'est une thèse d'investissement. Une thèse d'investissement, ça se fait avec je mets tant d'argent sur telle enveloppe et je décide de ne pas mettre d'argent du tout sur d'autres enveloppes parce que je pense que c'est la meilleure façon de gagner le jeu que je suis en train de jouer. Et par rapport au jeu que tu joues, à quel point le ROI, le calcul du ROI doit-il être juste? C'est une estimation. En fait, la réalité, c'est que comme dans n'importe quel investissement, tu peux jamais être capable de prédire, même les analystes financiers, en disant c'est un intervalle. Et puis de temps en temps, ça va plus rapporter, de temps en temps, ça va mieux rapporter. Ce qui m'intéresse, c'est l'équilibre. Et donc souvent, on va regarder un équilibre sur un an pour se dire, ok, qu'est-ce qui a changé dans le portfolio? Comment on corrige? Au bout de 6 mois, quand tu vois que ton portfolio fait la gueule, tu vas essayer de compenser, de faire peut-être des choses un peu plus sûres. Et donc, ça te donne la capacité de réévaluer. Mais on va pas demander à quelqu'un de dire, tu dois faire 528 000 € de 153 au bout de 6 mois. On va évaluer une notion de pourcentage. On va comparer des choses qui soient comparables. Et on va espérer qu'en moyenne, et tellement c'est la loi des grands nombres, en moyenne, tu arrives à quelque chose qui est censé être satisfaisant. Sinon, faut prendre des décisions difficiles. Et parfois, décisions difficiles, c'est de dire, on réduit la voilure. Ok, merci. Je t'en prie.
Selon ton expérience, si tu dois évaluer sur une échelle de 1 à 10 le niveau de l'industrie IT au global à maîtriser la capacité à tenir les délais, les budgets et délivrer la bonne valeur, le bon impact, tu mettrais quelle note? Et surtout, pourquoi tu mettrais cette note-là? Ça dépend quand même beaucoup du type de boîte. Hein. Tu peux, à la limite, tu peux me donner plusieurs notes en fonction du type de boîte. J'ai aucun problème avec ça. Je dirais que je sais pas si je vais changer la note selon le type de boîte. Je vais plus changer des raisons pour lesquelles on n'y arrive pas. Je pense qu'on est bon pour faire ça à 3 ou 4 sur 10. Ok. On pourrait faire mieux, mais c'est pas gravissime. À partir du moment, justement, où tu considères que ce sont des règles d'investissement, et donc tu as une incertitude qui est naturelle. La question pour moi, c'est à quel moment, je vais redire un truc que tout le monde a envie de faire dans le produit et la tech depuis longtemps, à quel moment on se dit, 1, on n'y va pas, 2, on arrête de mettre de l'argent là-dedans. Il y a un truc formidable dans les biais. Alors, j'adore les biais cognitifs. Je trouve ça passionnant à quel point c'est génial. Et à quel point tu peux voir les biais chez les autres et tu les vois pas chez toi. C'est incroyable. C'est la notion de coût irrécupérable. Ah, il est génial celui-là. Voilà, sunk cost fallacy. Et on le sait, on est tous comme ça. Personne n'a envie de dire, on a mis 3 mois sur quelque chose, ça marche pas. Ouais, c'est pas grave, on arrête. Alors que rationnellement, tu sais que tu dis, en fait, je vais jamais récupérer ce temps-là. Il est fait, il est fait. C'est parce que je continue, je vais pas me refaire. C'est des sauts du poker, je vais me refaire. Non, en fait, tu repars à zéro. J'avais un de mes boss qui m'avait donné un conseil génial, surtout quand tu es en position de prise de décision, c'est-à-dire, ou en leadership particulièrement. Quand tu as du mal à prendre une décision, sors de la pièce, re-rentre et imagine que c'est ton premier jour. Que t'es pas tiré par un historique, par un je sais pas quoi. Quelle décision tu prendrais? Et c'est con, mais souvent, ça amène beaucoup de clarté. Ça veut pas dire que c'est facile de la prendre. En tout cas, ça amène beaucoup de clarté. Et donc, il y a en fait une problématique d'accepter qu'à un moment, bah oui, on n'a pas eu le résultat qui était escompté. Donc, pour ça, faut le mesurer rapidement et être prêt à arrêter les frais. Et donc, si on est mauvais, d'une certaine façon, mais qu'on est prêt à arrêter les frais, ça veut dire qu'on peut faire d'autres investissements, et donc des choses qui étaient potentiellement moins rémunératrices, on peut peut-être trouver des choses qui sont plus rémunératrices. Donc pour moi, c'est ce mécanisme qui est important. Ce qui est intéressant, c'est que dans les grandes entreprises, souvent il y a du business case, il y a tout ça, mais il y a une responsabilité diluée. C'est classique, il y a un nombre d'étapes de prise de décision qui fait que les gens qui vont faire, au final, ils savent pas vraiment tous les tenants, les aboutissants. On leur dit souvent pas, parfois volontairement, de dire c'est un mouvement stratégique, mais t'as pas le droit de le dire parce que t'es coté en bourse, etc. Et donc à la fin, les gens se plaignent en disant j'en ai marre de faire des choses où je comprends pas pourquoi je les fais. Et de l'autre côté, si on te donnait la responsabilité, et c'est souvent ce que les gens n'apprécient pas quand ils montent en leadership en disant c'est vachement moins sympa en fait parce que t'as vachement plus de responsabilité quand même justement de dire faut que j'imagine le truc, je regarde le marché, je prenne mes risques et donc je prenne la responsabilité d'un échec. Ouais, d'un coup c'est plus le même jeu quoi. Donc tous les gens ont envie d'être autonomes, assez peu de gens ont vraiment envie d'être responsables dans les choix qu'ils font. Donc je pense qu'on pourrait être largement meilleur, non pas forcément à prédire, mais au moins à accepter que on capte sur un appétit et donc on est peut-être bon pour respecter un budget d'investissement lié à quelque chose qui est un appétit et que l'ambition, il faut qu'on s'améliore dans la capacité de l'évaluer, mais c'est pas grave si on se plante de temps en temps parce que dans d'autres cas on va se planter de façon positive. Oui, donc c'est cet équilibre-là qu'on va chercher. Dans des boîtes où on regarde feature par feature, évidemment que chacun, quand je suis l'Espagne et que je veux telle évolution pour tel logiciel de caisse, pour moi c'est 0 ou 1, ça fait ou ça fait pas. Pour nous, produits tech, on sait que c'est pas 0 ou 1. On le sait très très bien, mais eux le savent pas. Donc c'est normal que eux ils disent est-ce que ça fait ou est-ce que ça le fait pas, et qu'ils en aient pas grand chose à faire, que ça te coûte plus de temps. Ils vont dire t'as pas respecté le calendrier, parce que eux regardent leur petit monde, parce qu'ils sont pas non plus responsabilisés. Donc tout ça revient à ce qu'on s'est dit pendant le temps qu'on a passé ensemble. On sera peut-être meilleur. Et c'est pas grave si on n'est pas meilleur, à partir du moment où on accepte les conséquences de la difficulté de prédire un avenir incertain, sachant qu'on parle quand même, dans tout ce qu'on fait, de comportement humain. Et que si l'homme était rationnel, ça se saurait. Je dis pas pour les femmes,
Mais pour les hommes, je peux t'assurer qu'on n'est pas rationnel. Comment tu fais ta veille? Je passe beaucoup de temps à lire. Je vais assez peu à des meet-up maintenant. C'est quand même formidable. Je suis président de French Produit. Il fait 8 meet-up en parallèle et je vais plus au meet-up parce que j'arrive plus à y passer du temps. Même les conférences, je suis speaker en conférence et je regarde assez peu de conférences aujourd'hui. Je me rends compte que j'ai pas mal de newsletters. Je lis certains morceaux depuis Tech Trash que j'adore sur la notion d'éthique de la tech ou d'éthique de l'IA sur autre chose, mais je vais aller suivre des choses comme le ticket. Je continue à suivre des gens comme des groupes comme Agile en scène. Moi, j'ai fait partie du French Kanban User Group il y a longtemps, qui était fait par Kousei, qui est aussi derrière Agile en scène. Donc voilà, j'ai plein de petits éléments comme ça. J'ai la chance d'être sur aussi des Slack comme French CPO et French Produit, où il y a beaucoup de discussions, ce qui me permet d'être à jour de ce qui intéresse les gens. Et après, je lis moins aujourd'hui, mais je lisais pas mal de bouquins. Et aujourd'hui, je passe plus de temps, pour être franc avec vous. J'ai 50% de mon temps que je passe sur une nouvelle boîte que je monte. Je passe beaucoup de temps à regarder l'éthique de l'IA pure et comment tu peux créer un produit qui soit humain dans son comportement sans chercher à dire qu'il est comme un humain. Comment tu peux faire du local en IA, donc du edge le plus possible, et comment tu gères ta notion de qualité, de réponse versus de rapidité et versus de consommation énergétique. Donc je passe beaucoup de temps à ça actuellement. Et à hurler sur Cursor quand il n'est pas capable de me sortir des choses qui sont des JSON valides sur un 8N. Je dois avouer que j'ai jamais insulté autant quelqu'un que ChatGPT, Claude, Cursor et tout. C'est un truc de fou. Ça me crée une violence à l'interne qui est assez incroyable. Voilà. Je peux comprendre. C'est quoi le dernier film ou la dernière série que tu as regardé? Alors, le dernier film que j'ai vu, je suis allé voir F1 dans une salle 4DX. Oui. Pas tellement pour le scénario, mais plus pour l'image. Pour la qualité technique. Exactement. Et là, je me refais Stranger Things parce que je kiffe et que voilà, on est tous nés dans les années 80. En fin d'année. Et ouais, en novembre. Et ça peut être sympa de s'y remettre. Voilà. Tu as des recommandations en plus de des newsletters que tu as cités, des recommandations de de chaînes YouTube à découvrir, ou un film ou une série à découvrir, ou en plus de Stranger Things, ou d'autres choses, des recommandations sens général. Il y a un film que j'adore et que je trouve est assez peu connu, pas assez en tout cas, ça reste War Games. Film des débuts des années 80, ça doit être du 84 ou un truc comme ça, avec Matthew Broderick, que je retrouve toujours aussi intéressant, surtout quand tu vois les évolutions actuelles. Les gens parlent beaucoup de Terminator avec Skynet, soit. Mais je trouve que War Games, c'était le niveau Defcon qui monte, exactement. Etc. Oui, je vois. Voilà, le principe pour les gens qui connaissent pas War Games et sans spoiler, c'est que c'est un gamin, alors qui est un gentil pirate. C'est très drôle de voir l'image qu'a fait les pirates à ce moment-là, qui se connecte à un serveur de jeu. Et en fait, c'est pas un vrai serveur de jeu, c'est un ordinateur, donc on va dire une IA, même si on n'en parle pas à ce moment-là, qui va prendre des décisions parce qu'ils se sont rendus compte que lorsqu'on était en exercice nucléaire, l'homme avait une hésitation à aller actionner la clé. Et donc la réponse, c'est d'avoir un être non émotionnel qui puisse prendre une décision sans avoir cette pression et cette responsabilité. Et c'est hyper intéressant. Entre autres, il y a un moment qui est passionnant où tu as Matthew Broderick qui dit est-ce que c'est un jeu ou est-ce que c'est la réalité, et qu'Ilia te répond quelle différence. Alors, je trouve ça génial de dire qu'un film qui a été fait il y a 40 ans est toujours aussi juste. Donc allez le voir. Alors il a un peu vieilli, on va pas se mentir, mais je le trouve terriblement brillant. Donc voilà, c'est mon cadeau pour ceux qui n'ont rien à faire ce week-end. Allez voir, regardez War Games. Et j'ai dit War Games, attention, pas se tromper avec le War Games avec Harrison Ford, qui est jeu de guerre et qui est un sorti de Tom Clancy, qui est aussi un très bon film, mais il n'y a pas d'IA à l'intérieur. Tu as d'autres recommandations? J'en ai tellement. Regardez Retour vers le futur. Ça n'a rien à voir avec la tech, mais je trouve ça toujours aussi génial. Et des recommandations de la tech? Alors, j'ai plein de trucs. Je tech trash. Je trouve ça toujours très intéressant, ne serait-ce que pour prendre du recul par rapport à ce qu'on fait.
et au ridicule. Alors même si aujourd'hui des gens le voient beaucoup à grande échelle avec les tech bros aux US, mais j'adore. Enfin, je trouve ça absolument génial. Il reste que voilà, des gens comme Le Ticket font des choses sympas, The Product Crew font des choses sympas, Tiga fait des choses sympas. J'ai pas envie de ne pas en citer certains et en citer d'autres. C'est dur. C'est toujours dur. Moi, pendant très longtemps, je trouve ça très triste que Octo TV n'existe plus parce que il y a 10 ans, je passais beaucoup de temps à voir ce que partageait Octo. Parce que j'étais pas tech et moi j'ai fait du droit à une école de commerce, donc j'ai appris beaucoup de choses grâce à eux. Voilà, il y a tellement de choses que je suis assez peu de chaînes YouTube. Je vais vraiment aller chercher sur des choses qui m'intéressent et je vais aller faire la démarche. Et après, il y a des gens que je suis sur LinkedIn. Je suis allé sur mon LinkedIn pour voir qui je suis, si ça vous intéresse. Je suis pas capable de vous dire exactement qui, mais voilà, le fondateur et CTO d'UpSpot que je trouve intéressant sur l'IA. Andrew, alors j'ai jamais su si on disait Eng ou NG, puis je dirais Andrew Eng, sur les notions justement d'IA, je trouve très intéressant avec beaucoup de recul, et il fait pas partie de ces tech bros à la con. Shreyas Doshi en produit qui partage beaucoup. Je vais pas parler de Lenny parce que tout le monde le connaît et sa newsletter. Mais voilà, Shreyas, je le trouve très juste. John Cutler, je le trouve très juste. Et c'est pas des gens qui vont se la raconter. Jason Knight, très juste aussi. Tim Herbig, un Allemand, qui est très juste aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup de gens que je suis d'une façon ou d'une autre. Ouais, ça fait une jolie liste, sympa. Où c'est qu'on peut te suivre ou te contacter? Alors, le plus simple, c'est LinkedIn. Je regarde plus LinkedIn que ma boîte email. Donc voilà, le plus simple. Si vous avez des questions liées à ce qu'on s'est dit, moi j'adore pouvoir aider d'une façon ou d'une autre. Pas trop, parce qu'à un moment, il faudra que je vous facture. Mais voilà, j'ai toujours aimé partager. Il faut se faire plaisir. Et puis de temps en temps je suis en conf, donc si vous voulez faire un coucou à un moment où je suis dans votre ville, je suis plus à l'étranger qu'en France, mais si par hasard il y a des gens qui sont à l'étranger et que je suis dans une conf, venez me voir, ça me fera toujours plaisir. Merci beaucoup Fabrice, merci pour ton temps, merci pour tout ce que tu as partagé, merci Nicolas aussi de m'avoir accompagné dans cet épisode. Continuez à regarder En Part en Prod. Mettez des likes, abonnez-vous, partagez, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez que pour soutenir ce genre de production, il faut amener aussi un peu de soi et c'est du co-investissement. Co-investissez avec nous, avec votre don d'amour, avec un like, un abonnement et surtout un partage à vos collègues. C'est ce qui aide à déployer un peu à faire promouvoir un peu ces contenus. Encore merci Fabrice et à très vite. Merci, à plus. Merci, à plus. Si vous avez été convaincu par un double impact et si vous cherchez à prouver le ROI de votre produit, vous pouvez nous contacter. C'est le premier lien en description. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter Exabrica pour recevoir les prochains épisodes en avant-première et plein d'autres ressources tech et produits. Pareil, le lien est en description. Je vous laisse découvrir une autre vidéo En Part en Prod, juste ici. Et n'oubliez pas, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui suivent En Part en Prod et ceux...